Au restaurant, ma sœur a annoncé à tout le monde, « Rachel, va te trouver une autre table. Celle-ci est pour la famille, pas pour les filles adoptées. » Ils ont tout ri et approuvé. Puis le serveur a posé une addition de 3270 € devant moi pour leur dîner entier. J'ai souri, pris une gorgée, et payé humblement l'addition. Mais alors, j'ai entendu une voix. « Juste un moment, s'il vous plaît. Va te trouver une autre table. Celle-ci est pour la famille, pas pour les filles adoptées. » La voix de ma sœur Victoria a résonné dans l'élégante salle à manger de Belmont, l'un des restaurants les plus exclusifs de Seattle. Des éclats de rire ont fusé autour de la table, mes parents, mon frère Kenneth et le mari de Victoria se joignant à la fête comme si c'était la blague la plus drôle qu'ils aient jamais entendue. Je suis resté là, tenant ma pochette, le visage brûlant d'humiliation alors que les autres clients se tournaient pour me dévisager. Les lustres scintillaient au-dessus de nos têtes, jetant une lumière chaude sur les nappes blanches et les verres en cristal, mais je me sentais glacé à l'intérieur. Je m'appelle Rachel et j'ai 27 ans. Je vis avec cette famille depuis 22 ans, depuis qu'ils m'ont adopté à l'âge de 5 ans. 22 ans à me faire rappeler que je n'étais pas à ma place, que j'étais différente, que j'étais inférieure. La seule personne qui m'ait jamais fait sentir que je comptais était grand-mère Dorothy, la mère de ma mère adoptive, qui était assise au bout de la table avec une étrange expression sur le visage. « Victoria, ça suffit », ai-je dit doucement, essayant de conserver une certaine dignité. « Oh, ne sois pas si sensible », intervint ma mère, Patricia, en agitant sa main manucurée d'un air dédaigneux. « On ne fait que plaisanter. Tu sais comment est Victoria. » Je savais exactement comment était Victoria. À 32 ans, elle avait perfectionné l'art de me faire sentir petite tout en maintenant la façade de l'unité familiale. En grandissant, elle a eu la meilleure chambre, les vêtements les plus neufs, les études universitaires coûteuses. J'ai eu les vêtements d'occasion et le collège communautaire. Elle était louée pour des réussites médiocres. J'étais critiqué pour mon excellence. « Assieds-toi, Rachel », ordonna mon père, Grégory. « Tu fais une scène. » Je me suis assise, ravalant la protestation qui montait dans ma gorge. Ce dîner était censé célébrer le dernier contrat commercial de Victoria. Un investissement immobilier que mes parents avaient aidé à financer. Ils aidaient toujours Victoria. Quand j'avais demandé un prêt pour lancer mon entreprise de design graphique il y a 3 ans, ils avaient ri et m'avaient dit d'être réaliste. La soirée s'est éternisée, la conversation s'écoulant autour de moi comme si je n'étais pas là. Victoria se vantait de sa nouvelle Mercedes. Kenneth discutait de sa promotion à la banque. Mes parents rayonnaient de fierté, posant des questions, offrant leurs félicitations. Quand j'ai essayé de mentionner le client majeur que je venais de décrocher, un contrat d'une valeur de 50 000 €. Ma mère m'a coupé. « C'est bien, ma chérie. Kenneth, parle-nous de ta prime. » Au moment où le dessert est arrivé, je m'étais replié sur moi-même, l'engourdissement familier s'installant. C'était mon rôle dans la famille, l'étrangère, le cas de charité, celle qu'ils gardaient pour se sentir bien dans leur peau. Puis le serveur s'est approché avec l'addition. Mon estomac s'est noué lorsqu'il a placé le porte-addition en cuir directement devant moi. Je l'ai regardé, confuse. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. Le rire de Victoria était aigu et clair. « Oh, ne t'atteions pas dit que c'est toi qui paies ce soir ? Considère cela comme ta contribution à la famille, puisque tu prends toujours sans jamais rien donner. » Prendre ? Le mot est sorti étranglé. Je ne vous ai jamais rien demandé. Le toit sur ta tête en grandissant, la nourriture, les vêtements, énuméra Patricia sur ses doigts. Nous t'avons tout donné, Rachel. Le moins que tu puisses faire, c'est nous offrir à dîner. Mes mains tremblaient en ouvrant le porte-addition. Le total a rendu ma vision floue. 3270 €. Ils avaient commandé les vins les plus chers, plusieurs entrées, des steaks de premier choix, des queues de homard. Kenneth avait commandé 3 desserts juste parce qu'il le pouvait. Je ne peux pas me le permettre, ai-je murmuré. Bien sûr que si, dit Victoria doucement. Tu viens de nous parler de ton gros client. 50 000 €, n'est-ce pas? Ce n'est rien pour toi maintenant. La vérité était que ces 50 000 € étaient répartis sur 6 mois de travail, et la majeure partie était déjà allouée aux dépenses professionnelles, au loyer et au remboursement des prêts étudiants que ma famille avait refusé de m'aider à payer. Ce seul dîner anéantirait mes économies. Mais je ne pouvais pas faire une autre scène, ne pouvais pas leur donner plus de munitions pour me traiter d'ingrate, de difficile, de dramatique.
Les mains tremblantes, j'ai sorti ma carte de crédit et l'ai placée dans le porte-addition. Le serveur l'a emportée, et je me suis forcé à sourire, à siroter mon eau, à prétendre que cela ne me dévastait pas. Victoria parlait déjà de leurs prochaines vacances en Toscane. Mes parents prévoyaient de les rejoindre. Personne ne m'a demandé si je voulais venir. Ils ne le faisaient jamais. Lorsque le serveur est revenu avec ma carte et le reçu, j'ai signé avec des doigts engourdis. 3270 € pour le privilège d'être humilié par des gens qui étaient censés m'aimer. Eh bien, c'était charmant, dit Patricia en s'épongeant les lèvres avec sa serviette. À la même heure le mois prochain. Le mois prochain. Il s'attendait à ce que cela devienne une habitude. J'ai ouvert la bouche pour protester, pour dire enfin que c'en était assez, quand une voix a coupé court au bavardage. Juste un moment, s'il vous plaît. Tout le monde se tut. Grand-mère Dorothy, qui était restée silencieuse toute la soirée, se tenait debout au bout de la table. À 78 ans, elle commandait toujours l'attention, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, sa posture droite comme un i. Quelque chose dans son expression a serré ma poitrine. Le restaurant semblait retenir son souffle. Grand-mère Dorothy avait toujours été différente du reste de la famille. Tandis que mes parents, mon frère et ma sœur me traitaient comme une obligation, elle avait été celle qui assistait à mes pièces de théâtre scolaire, qui se souvenait de mon anniversaire, qui s'enquérait de mes rêves. C'était aussi la personne la plus riche que j'ai jamais connue, une milliardaire autodidacte qui avait bâti un empire pharmaceutique à partir de rien. Mais dernièrement, elle était plus silencieuse, observatrice. J'avais remarqué qu'elle observait les réunions de famille avec une intensité qui me faisait me demander à quoi elle pensait. « Mère, qu'y a-t-il » demanda Patricia, l'irritation perçant dans sa voix. Nous étions sur le point de partir. « Asseyez-vous, vous tous. » La voix de grand-mère Dorothy portait une autorité qui fit même se redresser mon père sur sa chaise. « J'ai quelque chose à dire, et vous allez m'écouter. » Victoria leva les yeux au ciel, mais resta assise. Kenneth vérifia son téléphone sous la table. Mes parents échangèrent des regards confus. Le regard de grand-mère Dorothy balaya chacun d'eux avant de se poser sur moi. Quelque chose vacilla dans ses yeux. De la tristesse peut-être, ou de la déception envers tous les autres. J'observe cette famille depuis des années, commença-t-elle, sa voix stable mais froide. J'observe comment vous traitez Rachel, comment vous l'avez toujours traitée. Mère, vraiment, protesta Patricia. Ce n'est pas le moment. Tais-toi. L'ordre fut si sec que ma mère obéit. J'ai 78 ans, et j'ai passé les derniers mois à réfléchir à mon héritage, à où mon argent devrait aller quand je ne serai plus là. La table devint très silencieuse. La fourchette de mon père cliqueta contre son assiette alors qu'il la posait. L'expression suffisante de Victoria vacilla. Nous savons tous comment cela fonctionne, continua grand-mère Dorothy. La majeure partie de ma succession va à Patricia, puis est distribuée entre les petits-enfants. C'est ce que dit le testament actuel. J'ai regardé le visage de Victoria s'illuminer de cupidité. Elle comptait sur cet héritage depuis des années, planifiant des achats élaborés, faisant des investissements basés sur de l'argent qu'elle n'avait même pas encore. Mais j'ai fait rédiger un nouveau testament par mon avocat. Grand-mère Dorothy sortit une enveloppe de son sac à main. Signée et notariée hier. Le silence était suffocant. Vous ne pouvez pas être sérieuse, dit Kenneth. Vous changez votre testament. À cause de quoi? Une stupide blague. Une blague? Le rire de grand-mère Dorothy était amer. Je vous ai tous vu vous moquer et rabaisser Rachel pendant plus de 2 décennies. Je vous ai vu l'exclure, l'humilier, la traiter comme si elle était moins qu'humaine, et ce soir, vous l'avez fait payer pour vos excès en riant. Nous ne faisions que nous amuser, protesta Victoria, mais sa voix vacillait. Vous amuser? Grand-mère Dorothy répéta le mot comme s'il avait un goût immonde. Vous pensez que la cruauté est amusante? Vous pensez que faire en sorte que quelqu'un se sente sans valeur est un divertissement? Mon cœur battait si fort que je pensais que tout le monde pouvait l'entendre. Grand-mère Dorothy fit lentement le tour de la table jusqu'à ce qu'elle se tienne à côté de moi. Sa main se posa doucement sur mon épaule. Rachel est la seule dans cette famille à avoir montré un vrai caractère, dit-elle. Elle a travaillé pour tout ce qu'elle a bâti une entreprise à partir de rien, sans aucune aide de votre part. Elle est gentille, talentueuse et résiliente malgré tous vos efforts pour briser son esprit. Mère, vous êtes dramatique, dit Grégory, mais sa voix manquait de conviction.
Le suis-je? Les sourcils de grand-mère Dorothy se haussèrent. Patricia, quand as-tu demandé pour la dernière fois à Rachel des nouvelles de sa vie? Vraiment? Demandez et écoutez la réponse. La bouche de ma mère s'ouvrit et se ferma. Kenneth, as-tu déjà félicité ta sœur pour ses réalisations? Jamais reconnu son succès? Mon frère fixa son assiette. Victoria, as-tu passé ne serait-ce qu'une seule journée à traiter Rachel comme un membre de la famille au lieu d'une servante? Le visage de ma sœur devint rouge de colère et d'embarras. Grand-mère Dorothy les regarda chacun, sa déception évidente. Vous avez tous échoué de manière spectaculaire. Vous avez accueilli une petite fille qui avait tout perdu, et au lieu de lui donner de l'amour et du soutien, vous avez passé 22 ans à la faire payer pour une gentillesse que vous n'avez jamais vraiment montrée. Le poids de ces mots s'abattit sur la table comme une lourde couverture. Les autres clients avaient cessé de faire semblant de ne pas écouter. Les serveurs planaient à distance, sentant le drame. Alors, voici ce qui va se passer, dit grand-mère Dorothy, sa voix gagnant en force. L'intégralité de ma succession, chaque dollar, chaque propriété, chaque investissement ira à Rachel. L'explosion fut immédiate. Quoi, hurla Victoria en se levant d'un bond. Vous ne pouvez pas faire ça. Ce n'est pas juste. Kenneth frappa la table de sa main. Mère, réfléchissez à ce que vous dites. Mère, je vous en prie, plaida Patricia. Vous parlez de milliards de dollars. Rachel n'est même pas vraiment de la famille. Arrêtez. L'ordre de grand-mère Dorothy les fit de nouveau taire. Rachel est plus de la famille que vous ne l'avez jamais été. Elle l'a mérité non par le sang, mais par son caractère. En étant une meilleure personne que vous tous réunis. J'étais assise, figée, incapable de comprendre ce qui se passait. Des milliards de dollars. Toute la fortune de grand-mère Dorothy. C'était impossible, irréel, trop énorme pour être compris. Vous êtes manipulé, dit désespérément Grégory. Rachel a dû faire quelque chose. Rachel n'a rien fait d'autre que de survivre à vos abus, le coupa grand-mère Dorothy. Et cela s'arrête ce soir. Elle sortit son téléphone et passa un appel. Thomas, c'est Dorothy. Oui. Déposez le Nouveau Testament immédiatement. Assurez-vous qu'il soit blindé et préparez les documents de la fiducie pour Rachel. Les visages de ma famille allaient du choc à la fureur en passant par l'incrédulité. Victoria avait l'air de pouvoir s'évanouir. Le visage de Kenneth était devenu violet. Mes parents semblaient avoir vieilli de 10 ans en quelques secondes. Ce n'est pas fini, me siffla Victoria. Nous le contesterons. Nous vous combattrons au tribunal. Essayez, dit calmement grand-mère Dorothy. Je me suis assuré que tout est parfaitement légal, et je suis saine d'esprit, comme le confirme une évaluation médicale de ce matin. Elle avait tout planifié, chaque détail. L'explosion qui suivit ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vu. Victoria se jeta à travers la table, le visage tordu de rage. Kenneth lui attrapa le bras, mais sa propre colère était à peine contenue. Mes parents étaient assis dans un silence stupéfait, leur monde soigneusement construit s'effondrant autour d'eux. Espèce de petite manipulatrice. Me lança Victoria. Tu as planifié ça. Tu as joué la victime depuis le début. Assez. Grand-mère Dorothy s'interposa entre nous. Rachel n'a rien fait de mal. Elle n'était même pas au courant jusqu'à maintenant. C'était vrai. J'étais encore sous le choc. Mon esprit incapable de saisir ce qui venait de se passer. Des milliards de dollars. L'intégralité de la succession de grand-mère Dorothy. Tout ce qu'elle avait construit au cours de sa vie. Pourquoi fais-tu ça? La voix de Patricia se brisa, des larmes coulant sur son visage. Je suis ta fille, ton sang. Et tu devrais avoir honte de la façon dont tu as agi, répondit grand-mère Dorothy, sa voix plus douce mais toujours ferme. Je t'ai donné tous les avantages dans la vie, Patricia. L'éducation, les opportunités, l'amour, et tu as pris tout cela et n'as rien appris sur la compassion ou la gentillesse. Au lieu de cela, tu as transmis ta cruauté à tes propres enfants. Grégory essaya une approche différente. Soyons raisonnables. Nous pouvons arranger ça. Peut-être partager la succession. Il n'y a rien à arranger, dit grand-mère Dorothy. La décision est prise. Mes avocats ont tout en ordre. La fiducie est établie. Rachel recevra tout à mon décès,
avec un accès immédiat à certains comptes à partir de demain. Demain? Le mot resta en suspens dans l'air. Ce n'était pas une promesse future. C'était réel, immédiat, en train de se produire. Kenneth se pencha en avant, sa voix basse et menaçante. Vous faites une énorme erreur. Rachel ne sait pas comment gérer ce genre d'argent. Elle le dépensera en un an. Rachel a bâti une entreprise prospère à partir de rien, l'interrompit grand-mère Dorothy. Elle est plus responsable financièrement à 27 ans que vous ne l'avez jamais été. Elle a dû l'être parce que vous ne l'avez jamais aidée. Je retrouvai ma voix, tremblante et incertaine. Grand-mère, je ne comprends pas. Pourquoi maintenant? Elle se tourna vers moi et son expression s'adoucit. Parce que je t'ai vu souffrir assez longtemps, ma chérie. Je suis en train de mourir. Le monde bascula. Quoi? Le mot sortit à peine. Cancer du pancréas, stade 4. Il me reste peut-être 6 mois, probablement moins. Elle le dit si calmement, mais je vis la douleur sous son sang-froid. Je l'ai découvert il y a 3 mois, et j'ai passé ce temps à mettre mes affaires en ordre, à m'assurer que mon héritage aille à quelqu'un qui le mérite. Les larmes brouillèrent ma vision. Grand-mère Dorothy était en train de mourir. La seule personne qui m'ait jamais vraiment aimé s'en allait. Oh, ne pleure pas, Rachel. Elle me serra dans ses bras, et je respirai son parfum familier, lilas et vanille. Ce n'est pas triste. C'est la justice. Autour de nous, le restaurant était devenu complètement silencieux. Même le bruit de la cuisine s'était tu. Tout le monde regardait cette famille imploser en temps réel. Tu ne peux pas être sérieuse à ce sujet, tenta de nouveau Patricia, le désespoir rendant sa voix stridente. Mère, s'il te plaît, pense à tes petits-enfants. Pense à l'héritage familial. J'y pense, dit grand-mère Dorothy. C'est exactement pour cela que je fais ça. L'héritage familial devrait être la compassion, le travail acharné et l'intégrité. Rachel incarne tout cela. Le reste d'entre vous incarne la cupidité, la cruauté et le sentiment que tout vous est dû. Les mains de Victoria tremblaient. Nous allons poursuivre. Nous prouverons que vous n'êtes pas saine d'esprit. Bonne chance avec ça. Le sourire de grand-mère Dorothy était acéré. J'ai des évaluations médicales, des expertises psychologiques et des témoignages de dizaines de témoins sur la façon dont vous avez traité Rachel au fil des ans. Mon avocat documente tout depuis des mois. Elle avait planifié cela avec soin, méthodiquement, me protégeant alors même que son propre temps s'épuisait. Je veux rentrer à la maison, murmurai-je. Bien sûr. Grand-mère Dorothy garda son bras autour de moi. Thomas est dehors avec la voiture. Il nous ramènera toutes les deux chez moi. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Alors que nous nous tournions pour partir, Kenneth nous bloqua le passage. Ce n'est pas juste. Elle ne fait même pas vraiment partie de nous. Bouge. La voix de grand-mère Dorothy était glaciale. Ou je demanderai à la sécurité de te faire sortir. Il s'écarta, mais la haine dans ses yeux me fit tressaillir. Nous traversâmes le restaurant en silence, tous les regards nous suivant. L'air frais de Seattle me frappa le visage en sortant, et je l'inspirai à plein poumon, essayant de me calmer. Une élégante voiture noire attendait au bord du trottoir. Thomas, le chauffeur de grand-mère Dorothy depuis 30 ans, ouvrit la portière avec un sourire entendu. Mademoiselle Rachel, bienvenue. Thomas c'est tout, dit grand-mère Dorothy alors que nous nous glissions sur la banquette arrière. Il m'aide à planifier cela depuis des semaines. La voiture s'éloigna du restaurant, laissant ma famille, mon ancienne famille, debout sur le trottoir, sous le choc. À travers la lunette arrière, je vis Victoria crier quelque chose, son visage tordu de rage. Kenneth était au téléphone, appelant probablement un avocat. Mes parents se tenaient ensemble, l'air perdu et brisé. J'aurais dû ressentir quelque chose, de la culpabilité peut-être, ou de la peur, mais tout ce que je ressentais était un épuisement engourdi mêlé à un étrange sentiment de liberté. Tu es vraiment en train de mourir, demandai-je à grand-mère Dorothy, ma voix faible. Oui. Elle prit ma main, sa peau fine comme du papier, mais sa poigne étonnamment forte. Mais je n'ai pas peur. J'ai vécu une vie bien remplie, Rachel. J'ai bâti un empire, élevé une famille, laissé ma marque. Maintenant, je peux m'assurer que tout ce pourquoi j'ai travaillé va à quelqu'un de digne. Je ne sais pas si je peux faire ça, admis-je. Je ne sais pas comment être riche.
Je ne sais pas comment diriger tes entreprises. Tu apprendras, dit-elle avec confiance. Tu es intelligente, travailleuse, et tu as un bon instinct. Et tu auras une excellente équipe pour te guider. Je m'en suis assuré. Les lumières de la ville défilaient floues derrière la fenêtre alors que nous nous dirigions vers son domaine de Madison Park. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant? Grand-mère Dorothy serra ma main. Maintenant, nous te préparons à ta nouvelle vie, et nous nous assurons que ta famille ne puisse plus jamais te faire de mal. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans l'une des chambres d'amis de grand-mère Dorothy, momentanément désorienté par les draps de soie et la vue sur le lac Washington à travers les baies vitrées. Puis les souvenirs sont revenus en force. Le restaurant, l'addition, l'annonce, tout. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer depuis que je l'avais rallumé. 43 appels manqués de Victoria, 27 de ma mère, 16 de Kenneth, des dizaines de SMS allant de la supplication à la menace. J'ai fait défiler les messages avec un étrange détachement. Tu es égoïste. Pense à la famille. Patricia. Je te détruirai au tribunal. Tu ne verras pas un centime. Victoria. Nous devons parler. Cela peut encore être arrangé. Grégory. Grand-mère n'a clairement pas toute sa tête. Aide-nous à la faire évaluer. Kenneth. J'ai posé le téléphone et me suis dirigé vers la fenêtre. Le domaine de grand-mère Dorothy s'étendait sur 3 acres de terrain de premier choix à Seattle. Le soleil du matin scintillait sur le lac. Des voiliers parsemaient déjà l'eau. C'était à moi maintenant, ou le serait bientôt. Un léger coup à la porte interrompit mes pensées. Mademoiselle Rachel, le petit déjeuner est prêt, et Mademoiselle Dorothy aimerait vous voir dans le bureau. J'ai trouvé grand-mère Dorothy assise derrière un énorme bureau en acajou, l'air étonnamment énergique, malgré la révélation d'hier sur sa santé. Thomas se tenait à proximité, et un homme distingué dans un costume coûteux était assis en face d'elle. Rachel, voici Walter, mon avocat, dit grand-mère Dorothy. Nous devons passer en revue certaines choses. Walter se leva, me serrant la main avec une poignée ferme. Mademoiselle Rachel, c'est un plaisir. Votre grand-mère a parlé en très bons termes de vous. Je me suis assise, me sentant comme dans un rêve. Walter ouvrit un portefeuille en cuir et commença à expliquer les détails de la fiducie, des entreprises, des investissements. Des chiffres qui semblaient impossibles dansaient devant mes yeux. 3 milliards d'actifs liquides, 5 milliards de biens immobiliers et d'investissements. Des participations dans des sociétés pharmaceutiques, des projets immobiliers, des start-up technologiques. Les comptes à accès immédiat sont activés aujourd'hui, expliqua Walter. 5 millions d'euros pour votre usage personnel pendant que la fiducie est finalisée. Votre grand-mère voulait s'assurer que vous ayez des ressources tout de suite. 5 millions d'euros pour un usage immédiat. Je me sentis prise de vertige. Il y a plus, dit grand-mère Dorothy, les yeux vifs. Ta famille essaiera de contester cela. Ils invoqueront l'influence indue, la capacité diminuée, tout ce à quoi ils peuvent penser. Nous devons être préparés. Que peuvent-ils vraiment faire, demandai-je. Walter se pencha en avant. Légalement, pas grand-chose. Mademoiselle Dorothy a des documents prouvant sa santé d'esprit, y compris des évaluations de 3 médecins différents. Le testament est blindé. Cependant, ils peuvent rendre le processus difficile, le faire traîner au tribunal, créer une publicité négative. Laissez-les essayer, dit fermement grand-mère Dorothy. Je documente leur traitement de Rachel depuis des années. Chaque commentaire cruel, chaque exclusion, chaque incident d'abus financier. S'ils veulent une bataille judiciaire, je les enterrerai sous les preuves. Mon téléphone vibra de nouveau. Victoria. Je le mis en silencieux. Il y a autre chose que tu dois savoir, dit grand-mère Dorothy, et quelque chose dans son ton me fit tendre. Ton adoption n'a pas été tout à fait ce que tu penses. La pièce sembla basculer. Que veux-tu dire? Elle sortit un dossier de son tiroir de bureau et le fit glisser vers moi. Quand Patricia et Grégory t'ont adopté, ils ont reçu une somme d'argent substantielle. 750 000 euros, pour être exact. C'était censé couvrir tes soins, ton éducation, tout ce dont tu aurais besoin en grandissant. Je regardais les documents dans le dossier. Des relevés bancaires, des registres de transfert. Ils avaient pris de l'argent pour m'adopter. D'une fiducie créée par tes parents biologiques, confirma grand-mère Dorothy.
Ils sont morts dans un accident de voiture quand tu avais 5 ans. Ils avaient créé une fiducie pour s'assurer que l'on s'occupe de toi. Patricia et Grégory ont été approuvés comme parents adoptifs et ont eu accès à ces fonds. Mes mains tremblaient en parcourant les papiers. 750 000 €. Et j'avais porté des vêtements d'occasion, fait des études supérieures grâce à des prêts étudiants, et on m'avait dit que la famille ne pouvait pas se permettre de m'aider. Ils ont tout dépensé. Murmurai-je en voyant les relevés de compte. Vacances, voitures, les frais de scolarité de l'école privée de Victoria, le fonds universitaire de Kenneth. Ils ont dépensé mon argent pour tout le monde sauf moi. Oui, dit doucement grand-mère Dorothy. Je ne l'ai découvert moi-même qu'il y a 2 ans. J'enquête depuis, rassemblant des preuves. C'est du vol, Rachel. Ils ont volé un enfant. La trahison me coupa plus profondément que toute autre chose. Ce n'était pas seulement de la cruauté ou du favoritisme. Ils avaient profité de ma perte, pris l'argent destiné à mes soins et l'avaient utilisé pour gâter leurs enfants biologiques tout en me traitant comme un fardeau. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt, demandai-je. Parce que je devais être sûr. J'avais besoin que toute la documentation soit parfaite et légale. Et parce que, elle s'arrêta, paraissant soudain plus âgée, parce que je savais qu'une fois que tu aurais appris la vérité, il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Ta relation avec eux, aussi toxique soit-elle, serait complètement terminée. Elle avait raison. Toute petite partie de moi qui avait espéré une réconciliation, qui s'était demandé si j'étais peut-être trop sensible ou ingrate, est morte à ce moment-là. Ils n'avaient pas seulement été cruels. Ils avaient été des criminels. Que dois-je faire? Je me sentais perdu, dépassé. Tu me laisses gérer ça, dit grand-mère Dorothy. Walter a déjà intenté une action civile contre Patricia et Grégory pour détournement de fonds fiduciaires. Avec les intérêts sur 22 ans, ils te doivent environ 2,3 millions d'euros. Mon téléphone explosa de nouveau d'appels. Cette fois, c'était mon père. Réponds, dit grand-mère Dorothy. Mets-le sur haut-parleur. Écoutons ce qu'il a à dire. Les mains tremblantes, j'acceptai l'appel. Rachel. La voix de Grégory était désespérée. Rachel, s'il te plaît, nous devons parler. Ta grand-mère n'a pas toute sa tête. Elle me semble parfaitement lucide, dis-je, ma voix plus stable que je ne le pensais. C'est insensé. Tu ne peux pas penser que tu mérites toute sa fortune. Tu as été avec nous pendant 22 ans, et soudain tu te retournes contre nous dès qu'il y a de l'argent en jeu, dès qu'il y a de l'argent en jeu, répétai-je. Tu veux dire comme les 750 000 € que vous avez pris pour m'adopter? L'argent que vous avez dépensé pour tout le monde sauf moi. Silence. Puis, je ne sais pas quel mensonge elle t'a raconté. Les relevés bancaires ne mentent pas, papa. Le mot avait un goût amer. Walter a toute la documentation. Tu m'as volé. Vous m'avez tous les deux volé. La voix de Patricia se fit entendre au téléphone, stridente de panique. Cet argent était pour t'élever, pour te loger, te nourrir. Vous m'avez donné des vêtements d'occasion et m'avez fait payer mes études supérieures, dis-je. Pendant ce temps, Victoria avait des vêtements de marque et une bourse complète pour une université privée. Kenneth a eu une nouvelle voiture à 16 ans. Je n'ai rien eu. Tu es ingrate, essaya Grégory. Nous t'avons donné un foyer. Vous m'avez donné une prison, dis-je. Les mots me semblaient puissants, libérateurs. Vous m'avez fait sentir sans valeur chaque jour, et vous l'avez fait en dépensant de l'argent qui m'était destiné. Nous combattrons cela, menaça Patricia. Nous vous traînerons en justice. Je vous en prie, intervint grand-mère Dorothy. J'adorerais vous voir expliquer les registres financiers à un juge. Expliquez comment vous avez pris l'argent destiné à une enfant de 5 ans en deuil et l'avez dépensé pour des vacances de luxe. L'appel se termina brusquement. Ils avaient raccroché, probablement pour appeler leur propre avocat. Je sentis la main de Walter sur mon épaule. Mademoiselle Rachel, je sais que c'est accablant, mais vous devez comprendre. Vous avez toutes les cartes en main. Ils n'ont aucun fondement juridique pour s'opposer. Ils essaieront quand même, dis-je. Bien sûr qu'ils le feront, acquiesça grand-mère Dorothy. Mais ils perdront. Et quand ils perdront, vous n'aurez plus jamais à les revoir. 3 jours plus tard, l'histoire a fait les gros titres des médias. D'une manière ou d'une autre, et je soupçonnais Victoria d'être derrière tout ça, les détails du changement de testament de grand-mère Dorothy avaient fuité dans la presse.
Une milliardaire déshérite sa famille pour sa petite-fille adoptive, criaient les manchettes. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, des journalistes voulant des déclarations. J'avais emménagé temporairement dans la propriété de grand-mère Dorothy, incapable d'affronter mon appartement, dont ma famille connaissait l'adresse. Thomas avait récupéré mes affaires, et je vivais dans une étrange bulle de luxe et de chaos. La réaction du public était partagée. Certains louaient grand-mère Dorothy pour avoir récompensé le caractère plutôt que le sang. D'autres me traitaient de croqueuse de diamants manipulatrice qui avait séduit une femme âgée pour sa fortune. Les sections de commentaires étaient brutales. Elle a dû coucher avec l'avocat de la vieille femme ou quelque chose comme ça. Alerte à la croqueuse de diamants. Cette fille savait exactement ce qu'elle faisait. Bien joué Dorothy. La famille n'est pas le sang. C'est la façon dont on traite les gens. Cette fille adoptive va dilapider des milliards en un an. Regardez bien. J'ai essayé de l'ignorer, mais les mots s'insinuaient sous ma peau. Avais-je eu tort d'accepter cela? Aurais-je dû refuser le cadeau de grand-mère Dorothy? Arrête de lire ça, dit grand-mère Dorothy, me trouvant penché sur mon ordinateur portable dans la bibliothèque. Elle avait l'air plus fragile qu'il y a quelques jours, le cancer progressant clairement. Les gens auront toujours des opinions. Laisse-les parler. Ils disent des choses terribles sur moi, dis-je. Ils ont dit des choses terribles sur moi quand j'ai créé ma première entreprise, répondit-elle en s'installant dans le fauteuil à côté de moi. Ils disaient que j'étais trop agressive, trop masculine, trop ambitieuse. Une femme ne pouvait pas réussir dans l'industrie pharmaceutique. Je leur ai prouvé le contraire. Elle prit ma main, sa poigne plus faible maintenant. Tu leur prouveras le contraire aussi, Rachel. Non pas en te défendant, mais en étant exactement qui tu es, gentille, travailleuse, pleine de principes. Cet après-midi-là, Walter est arrivé avec des nouvelles. Patricia et Gregory ont officiellement déposé une requête pour contester le testament. Il invoque une capacité diminuée et une influence indue. Laissez-moi voir, dit grand-mère Dorothy. Walter lui tendit les documents juridiques. Je lus par-dessus son épaule, ma colère montant à chaque mot. Il prétendait que j'avais isolé grand-mère Dorothy de sa famille, que j'avais manipulé une femme âgée malade, que j'avais profité de son état mental déclinant. C'est ridicule, dis-je. Je n'étais même pas au courant du cancer jusqu'à cette nuit-là. Nous avons des preuves du contraire, m'assura Walter, y compris des témoignages du personnel médical, d'amis, d'associés. Il s'accroche à des brindilles. Mais quelque chose dans l'expression de Walter me rendit nerveuse. Que ne me dites-vous pas? Il échangea un regard avec grand-mère Dorothy. Victoria a engagé un détective privé. Ils fouillent dans votre passé, cherchant tout ce qu'ils peuvent utiliser contre vous. Mon estomac se noie. Il n'y a rien à trouver. Nous le savons, dit grand-mère Dorothy. Mais ils essaieront de créer quelque chose. De déformer des situations innocentes. De sortir les choses de leur contexte. Comme par hasard, mon téléphone sonna, un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, je répondis. Rachel, c'est si bon de vous joindre enfin. La voix était inconnue. Douceâtre. Je suis Jennifer Cole du Seattle Sun Magazine. J'aimerais discuter de votre relation avec Dorothy. Pas de commentaires, dis-je, m'apprêtant à raccrocher. Attendez, j'ai juste quelques questions sur les allégations. Quelles allégations? À propos de votre entreprise. Des questions se posent sur l'origine de votre capital de démarrage. Certaines personnes suggèrent que Dorothy l'a financé il y a des années. Que vous planifiez cette prise de contrôle depuis longtemps. Mon sang se glaça. Ce n'est pas vrai. J'ai bâti mon entreprise avec mon propre argent. Pouvez-vous le prouver? Avez-vous des documents? J'ai raccroché, les mains tremblantes. Ils essaient de créer un récit, dit sombrement Walter. Que vous préparez Dorothy depuis des années. Que tout ce que vous avez accompli était en réalité son argent. Mais ce n'était pas le cas. J'ai des documents de prêt, des registres d'entreprise. Nous le savons, apaisa grand-mère Dorothy. Et nous le prouverons. Mais Rachel, tu dois te préparer. Ça va empirer avant de s'améliorer. Elle avait raison. Le soir, les réseaux sociaux étaient inondés de théories. Des comptes anonymes, probablement ma famille, propageaient des rumeurs selon lesquelles j'avais échoué au collège communautaire. J'avais obtenu mon diplôme avec mention.
Que mon entreprise était en faillite. Elle était florissante. Que j'avais eu de multiples liaisons avec des hommes riches plus âgés. J'avais à peine eu de rendez-vous depuis des années. La rumeur la plus cruelle était que j'avais d'une manière ou d'une autre causé la mort de mes parents biologiques pour accéder à leur fonds en fiducie. J'avais 5 ans quand ils sont morts, mais les faits n'importaient pas au troll d'Internet. J'ai fermé mon ordinateur portable, me sentant malade. Mademoiselle Rachel. Thomas apparut à la porte de la bibliothèque. Il y a des journalistes à la porte. Un certain nombre d'entre eux. Je me suis dirigé vers la fenêtre donnant sur l'avant de la propriété. Des camionnettes de presse bordaient la rue. Des caméras pointaient sur la maison. Ma vie privée était désormais un spectacle public. C'est ce qu'ils veulent, dis-je doucement. Ils veulent que je craque, que je fasse quelque chose qui me fasse mal paraître. Alors ne leur donne pas cette satisfaction, dit grand-mère Dorothy. Elle avait l'air épuisée, mais ses yeux étaient toujours féroces. Nous combattons cela de la bonne manière, avec la vérité, avec des preuves, avec dignité. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de me remémorer des moments de mon enfance. Patricia me disant que j'avais de la chance qu'il m'ait recueilli. Victoria riant quand je n'ai pas été invité à sa fête d'anniversaire. Kenneth me poussant dans la piscine lors d'une réunion de famille pendant que tout le monde riait. Chaque moment d'exclusion, chaque cruauté désinvolte, tout menait à ce moment. Vers 2 heures du matin, mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Tu vas le regretter. Nous te détruirons. Victoria me menaçant depuis un téléphone prépayé. J'en ai fait une capture d'écran et l'ai envoyée à Walter. Une preuve. Grand-mère Dorothy m'avait bien appris. Le lendemain matin apporta un nouveau développement. Kenneth se présenta à la propriété, ayant réussi d'une manière ou d'une autre à passer la sécurité. Je l'ai trouvé dans le hall en train de se disputer avec Thomas. Je dois voir Rachel, disait-il. S'il vous plaît, c'est important. C'est bon, Thomas, dis-je, bien que mon cœur s'emballe. Je vais lui parler. Kenneth avait l'air terrible, mal rasé, ses vêtements froissés, des cernes sous les yeux. Rien à voir avec le banquier soigné avec qui j'avais grandi. Rachel, s'il te plaît, dit-il. Nous devons arranger ça. La famille est en train de s'effondrer. La famille s'est effondrée il y a longtemps, dis-je. Tu le remarques juste maintenant parce qu'il y a de l'argent en jeu, ce n'est pas juste. Je sais que nous n'avons pas toujours été. Je sais que nous aurions pu être meilleurs avec toi, mais ça? Il fit un geste en direction de la propriété. Nous couper complètement les ponts. C'est trop loin. Trop loin. Ma voix s'éleva malgré ma tentative de rester calme. Kenneth, tu m'as poussé dans une piscine quand j'avais 12 ans et j'ai failli me noyer parce que je ne savais pas nager. Personne ne m'a appris parce que les leçons de natation étaient pour la vraie famille. Victoria a dit à tout le monde à l'école que j'étais adopté parce que mes vrais parents ne voulaient pas de moi. Maman a oublié mon anniversaire 3 ans de suite. Papa m'a dit que je devrais être reconnaissante pour les restes. Et vous avez tous dépensé 750 000 € qui m'étaient destinés pendant que je travaillais 3 emplois pour payer le collège communautaire. Le visage de Kenneth devint blanc. Je n'étais pas au courant de cet argent. Je te jure. Tu n'étais pas au courant parce que tu n'as jamais demandé. Aucun d'entre vous n'a jamais posé de questions sur moi, sur ma vie, sur si j'allais bien. Les mots se déversèrent. Des années de douleur trouvant enfin une voie. Tu veux arranger la famille? Il n'y a rien à arranger. Elle était brisée depuis le début. Rachel, s'il te plaît. Sors. Ma voix était stable maintenant, froide. Sors de cette maison et ne reviens pas, tu fais une erreur, dit Kenneth. Mais il n'y avait aucune conviction dans sa voix. Quand grand-mère sera partie, tu n'auras personne. Je n'avais déjà personne, dis-je. Au moins maintenant, j'aurai les moyens de me construire une vraie vie. Thomas raccompagna Kenneth à l'extérieur. À travers la fenêtre, je regardais mon frère marcher vers sa voiture, les épaules affaissées. Pendant un instant, juste un instant, je ressentis une pointe de quelque chose. Pas tout à fait de la culpabilité, mais une triste reconnaissance de ce qui aurait pu être s'ils avaient choisi différemment. Cet après-midi-là, Walter a convoqué une réunion d'urgence. Son expression était grave. L'équipe juridique de Victoria a trouvé quelque chose, dit-il. Ou plutôt, ils prétendent avoir trouvé quelque chose.
Ils allèguent que vous avez falsifié des documents liés à votre entreprise, en particulier des contrats avec des clients. Ils essaient de vous dépeindre comme une personne malhonnête, capable de manipuler Dorothy. C'est insensé, dis-je. Tous mes contrats sont légitimes. Nous le savons, mais ils déposent une requête pour retarder la procédure de succession en attendant une enquête. C'est une tactique dilatoire, mais ça pourrait marcher. La main de grand-mère Dorothy claqua sur le bureau, nous surprenant tous les deux. Malgré sa fragilité, la colère lui donnait de la force. Absolument pas, Walter, déposez une requête d'urgence pour accélérer la procédure. Je veux que ce soit réglé avant. Elle n'a pas terminé sa phrase. Avant sa mort. Dorothy, vous devriez vous reposer, commença Walter. Je me reposerai quand ce sera fini, claqua-t-elle. Ma petite fille est attaquée par des vautours déguisés en famille. Nous mettons fin à cela maintenant. Walter hocha la tête et sortit son téléphone, s'éloignant pour passer des appels. Grand-mère Dorothy se tourna vers moi, ses yeux féroces malgré l'épuisement évident sur son visage. Rachel, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. N'importe quoi. Je tiens une conférence de presse demain. Je vais dire la vérité. Toute la vérité. Sur l'argent volé, les abus, tout. Mais j'ai besoin que tu sois là avec moi. Le monde a besoin de te voir, de t'entendre directement. La terreur m'a saisi. Je ne peux pas. Je vais dire quelque chose de travers. Je vais? Tu seras parfaite, dit-elle fermement. Parce que tu diras la vérité. C'est tout ce que tu as besoin de faire. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi de nouveau. Je n'arrêtais pas de répéter ce que je pourrais dire, puis de l'abandonner. Comment résumer 22 ans de douleur en quelques minutes? Comment faire comprendre à des étrangers? La conférence de presse était prévue à 14 heures au bureau du centre-ville de grand-mère Dorothy. Quand Thomas nous y a conduites, la présence médiatique était écrasante, des caméras partout, des journalistes criant des questions, une foule de badauds documentant tout sur leur téléphone. Walter avait préparé une déclaration, mais quand j'ai regardé grand-mère Dorothy, que je l'ai vraiment regardée, j'ai vu à quel point cela lui coûtait. Elle était mourante, utilisant ses dernières réserves de force pour se battre pour moi. La salle de conférence était bondée, les caméras tournaient, les lumières vives, l'air épais d'anticipation. Grand-mère Dorothy était assise à côté de moi à une longue table, Walter de son autre côté. Elle avait l'air petite mais incassable. Merci d'être venue, commença-t-elle, sa voix étonnamment forte. Je suis ici pour répondre aux rumeurs et aux allégations entourant mon testament et ma petite fille Rachel. Elle a tout déballé. La documentation des abus, l'argent du fonds en fiducie volé, des années de manipulation émotionnelle et financière. Elle a montré des relevés bancaires, des évaluations médicales prouvant sa santé d'esprit. Des témoignages de partenaires commerciaux. C'était méthodique, dévastateur, irréfutable. Certains ont suggéré que Rachel m'a manipulé, dit grand-mère Dorothy, son regard balayant la pièce. La vérité est le contraire. Ma famille biologique l'a manipulé. Ils ont pris une enfant de 5 ans en deuil et l'ont utilisée comme punching ball pour leurs propres insuffisances. Ils l'ont volée, rabaissée et lui ont fait sentir qu'elle ne valait rien. Malgré tout cela, Rachel s'est construit une vie, une entreprise prospère. Elle est devenue gentille, compatissante, travailleuse, tout ce qu'ils ne sont pas, puis elle fit un geste vers moi. Rachel aimerait dire quelques mots. Ma bouche est devenue sèche. Tous les yeux de la pièce étaient sur moi. Je pouvais voir le jugement, la curiosité, le scepticisme. Je me suis éclairci la gorge. Je ne sais pas quoi dire que ma grand-mère n'ait pas déjà dit. Je n'ai jamais voulu cette attention. Je n'ai jamais voulu être riche ou célèbre ou impliqué dans des batailles juridiques. Ma voix se raffermit alors que je continuais. Je voulais juste une famille qui m'aime. Je voulais des parents qui se soucient de savoir si j'allais bien, des frères et sœurs qui célèbrent mes succès au lieu de s'en moquer. Je voulais appartenir à quelque part. J'ai regardé directement les caméras. Je sais que certains d'entre vous pensent que je suis une croqueuse de diamants, que j'ai manipulé une femme mourante pour de l'argent, mais je n'étais même pas au courant de l'héritage jusqu'à cette nuit au restaurant. Je ne savais pas que ma grand-mère était malade. Je n'étais pas au courant de l'argent du fonds en fiducie volé. Tout ce que je savais, c'est qu'une fois de plus, ma famille m'humiliait et exigeait que je paie pour ce privilège. Les larmes menaçaient, mais j'ai continué.
Ma grand-mère me donne sa fortune parce qu'elle croit en qui je suis, pas parce que je l'ai demandé. Et je vais honorer cette confiance en étant exactement celle qu'elle voit. Quelqu'un qui construit des choses, aide les gens et refuse d'être cruel simplement parce que c'est plus facile. Les questions sont venues rapidement et furieusement après cela. Des journalistes criaient, des appareils photo flashaient. Mais Walter les a gérés avec expertise, et grand-mère Dorothy était assise à côté de moi, sa main trouvant la mienne sous la table. Alors que nous terminions, Victoria a fait irruption par les portes. La sécurité a tenté de l'arrêter, mais elle criait déjà. Tout ça, c'est des mensonges. Elle vous a tous lavé le cerveau. Le maquillage de Victoria était maculé. Sa robe de créateur, froissée. Elle avait l'air déséquilibrée. C'est moi la vraie victime ici. Cette morveuse adoptée a volé mon héritage. Les caméras se sont tournées vers elle, capturant chaque seconde de sa crise de nerfs. Madame Victoria a appelé un journaliste. Qu'en est-il des allégations selon lesquelles vos parents ont volé l'argent du fonds en fiducie destiné à Rachel? Cet argent était à nous. Nous l'avons gagné en élevant cette ingrate. Vous avez gagné 750 000 € pour avoir traité un enfant comme un déchet, a demandé un autre journaliste. Victoria a réalisé son erreur trop tard. Les caméras avaient tout enregistré. Son aveu, sa rage, son absence totale de remords. Faites-la sortir d'ici, a dit Walter à la sécurité. Alors que Victoria était escortée, continuant de crier des menaces, j'ai regardé les journalistes taper frénétiquement sur leur téléphone. Le récit venait de changer. Victoria leur avait donné le méchant dont ils avaient besoin, et ce n'était pas moi. Grand-mère Dorothy a serré ma main. Eh bien, dit-elle doucement. Je ne pense pas que nous aurions pu mieux planifier cela si nous avions essayé. Malgré tout, j'ai presque souri. Victoria s'était détruite, et elle l'avait fait devant les caméras, pour que le monde entier le voie. La vidéo de la crise de nerfs de Victoria est devenue virale en quelques heures. Le soir, elle avait été vue plus de 10 millions de fois. Les chaînes d'information la diffusaient en boucle, disséquant chaque mot, chaque expression déséquilibrée. Les réseaux sociaux ont explosé de commentaires. A-t-elle vraiment admis qu'ils avaient pris de l'argent pour élever un enfant adopté? Cette famille est toxique. Rachel mérite tout. Victoria vient de détruire sa propre affaire en moins de 60 secondes. Brillant. Ce regard sur son visage quand elle a réalisé ce qu'elle avait dit. Inestimable. L'opinion publique a basculé du jour au lendemain. Ce qui avait été une conversation partagée est devenu un raz-de-marée de soutien pour moi et de condamnation pour ma famille. Des mèmes se sont répandus. Des vidéos de commentaires ont analysé la situation. Des experts juridiques ont donné leur avis, tous convenant que l'aveu de Victoria avait essentiellement torpillé toute chance de contester le testament. J'ai regardé tout cela depuis le bureau de grand-mère Dorothy, encore en train de digérer. Walter était assis en face de moi, l'air satisfait. Leur affaire judiciaire vient de s'effondrer, a-t-il dit. L'aveu de Victoria qu'ils ont gagné l'argent du fonds en fiducie en vous élevant est essentiellement un aveu de détournement de fonds, combiné à la documentation que nous avons déjà. Ils n'ont aucune base légale. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. Maintenant, leurs avocats essaieront de limiter les dégâts, mais il est trop tard. L'audience est dans 3 jours. Je serais surpris que le juge ne statue pas immédiatement en notre faveur. Il a fait une pause. Il y a aussi l'aspect pénal. Le bureau du procureur a pris contact. Ils envisagent des accusations de fraude contre Patricia et Gregory. Des accusations pénales. Mes parents pourraient aller en prison. Grand-mère Dorothy est entrée dans le bureau, se déplaçant lentement avec le soutien de Thomas. Elle avait rapidement décliné depuis la conférence de presse, l'effort ayant épuisé ses réserves. Mais ses yeux étaient toujours vifs. N'aie pas l'air si inquiète, dit-elle en s'installant dans son fauteuil. Ils ont fait leur choix. Maintenant, ils en subissent les conséquences. Ce sont toujours mes parents, dis-je doucement. Ou ils étaient censés l'être. Ils n'ont jamais été tes parents, dit fermement grand-mère Dorothy. Les parents protègent leurs enfants, les aiment, les soutiennent. Ce que Patricia et Gregory ont fait, c'était de l'exploitation, pure et simple. Mon téléphone a vibré. Un autre message, mais celui-ci m'a glacé le sang. Je sais où tu habites maintenant. Ce n'est pas fini. Je l'ai montré à Walter, qui a immédiatement passé un appel.
Je vais déposer une ordonnance restrictive aujourd'hui et augmenter la sécurité à la propriété. Elle est désespérée, observa grand-mère Dorothy. Les gens désespérés font des choses dangereuses. Elle avait raison. Au cours des 2 jours suivants, le comportement de Victoria est devenu de plus en plus erratique. Elle s'est présentée à mon ancien immeuble, criant sur les locataires. Elle a publié de longs discours incohérents sur les réseaux sociaux, chacun plus déséquilibré que le précédent. Elle prétendait que j'avais utilisé la sorcellerie pour manipuler grand-mère Dorothy, que je faisais partie d'un complot, qu'elle était la vraie victime de maltraitance envers les personnes âgées. Chaque publication n'a fait qu'empirer les choses pour elle. Le public l'a regardée s'autodétruire en temps réel, et toute sympathie qui aurait pu exister s'est évaporée. Kenneth a essayé une approche différente. Il a participé à une émission de nouvelles locales, se présentant comme le juste milieu raisonnable. « Écoutez, je pense qu'il y a eu des erreurs des 2 côtés », a-t-il dit sérieusement à la caméra. Oui, peut-être que nous n'avons pas été aussi accueillants envers Rachel que nous aurions dû l'être, mais couper complètement les ponts avec toute la famille pour des désaccords d'enfance, cela semble extrême. L'intervieweur n'a pas mordu à l'hameçon. Monsieur Kenneth, êtes-vous conscient que vos parents ont reçu les 3/4 million de dollars destinés aux soins de Rachel, qu'ils auraient dépensés pour votre éducation et celle de votre sœur? Le sang-froid de Kenneth s'est fissuré. Cet argent était pour toute la famille. Rachel en a profité aussi. Elle portait des vêtements d'occasion pendant que votre sœur avait des vêtements de marque. Elle a contracté des prêts pour le collège communautaire pendant que vous fréquentiez une université privée entièrement financée. Comment a-t-elle profité exactement? Kenneth a mis fin à l'interview prématurément, mais le mal était fait. Le public a vu clair dans son jeu. Mon père a essayé encore une autre tactique, faisant appel à la sympathie. Il a donné une interview en larmes sur la façon dont il m'avait aimé comme une fille, comment cela lui brisait le cœur, comment les familles devraient se pardonner. Nous avons fait des erreurs, a dit Gregory, la voix brisée. Quel parent n'en a pas fait? Mais être complètement coupé, être accusé de vol, ça nous détruit. Patricia peut à peine sortir du lit. Le mariage de Kenneth en souffre. Victoria fait une dépression nerveuse. Tout ça parce que nous n'étions pas parfaits. L'intervieweur, le même qui a démantelé Kenneth, n'a montré aucune pitié. Monsieur Gregory, vous décrivez ce que vous avez fait comme n'étant pas parfait. Mais les enquêteurs ont documenté des années d'abus émotionnels, d'exploitation financière et d'exclusion systématique de Rachel des activités familiales. Cela va au-delà de l'imperfection. Ce n'est pas de la maltraitance. C'est juste la dynamique familiale. Chaque famille a ses problèmes. Chaque famille ne vole pas les 3/4 million de dollars à un enfant. Mon père est parti aussi. Mais l'approche de ma mère était la plus calculée. Patricia a engagé une agence de relations publiques et a donné une interview soigneusement préparée à un journaliste sympathique. Elle portait une robe simple, un maquillage minimal, se positionnait dans une lumière douce. Elle a pleuré au bon moment. J'ai aimé Rachel dès le moment où nous l'avons ramenée à la maison, a dit Patricia en s'épongeant les yeux. C'était cette belle petite fille brisée qui avait tout perdu. Je voulais lui donner une famille, un foyer, de l'amour. Oui, nous étions plus stricts avec elle qu'avec nos enfants biologiques. C'était peut-être une erreur, mais nous essayions de la préparer à un monde difficile. Nous savions qu'elle serait confrontée à des défis en tant qu'enfant adopté, et nous voulions qu'elle soit forte. Le journaliste a tout gobé. Et l'argent, cet argent était destiné à ses soins, et c'est à cela que nous l'avons utilisé. Logement, nourriture, services publics. Élever un enfant coûte cher. Peut-être aurions-nous dû documenter chaque dépense, mais nous étions une famille, pas une entreprise. Elle a regardé directement dans la caméra. Rachel, si tu regardes, s'il te plaît, sache que je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Pouvons-nous s'il te plaît parler sans avocat, sans les médias, juste de mère à fille? J'ai regardé l'interview avec grand-mère Dorothy et Walter. Quand elle s'est terminée, je me suis senti malade. Elle est bonne, a admis Walter. C'est l'image la plus sympathique qu'ils aient eue depuis le début. C'est une menteuse, dis-je platement. Elle ne m'a jamais aimé. C'est juste une autre manipulation. Je sais, a dit grand-mère Dorothy. Mais certaines personnes la croiront. La question est-ce que ça t'importe? Est-ce que ça m'importait? J'y ai pensé il y a une semaine. J'aurais pu m'en soucier désespérément. J'aurais voulu que tout le monde sache la vérité,
qu'il voie Patricia pour ce qu'elle était vraiment. Mais maintenant, non, dis-je. Je me fiche de ce que pensent les étrangers. Les gens qui comptent connaissent la vérité. Grand-mère Dorothy a souri. Bonne fille. L'audience du tribunal est arrivée par un matin gris de Seattle. Le palais de justice était entouré de médias, de manifestants tenant des pancartes pour et contre moi, de curieux espérant un aperçu du drame. Walter avait arrangé notre entrée par une porte privée, mais je pouvais encore entendre le bruit à l'extérieur. Grand-mère Dorothy avait l'air fragile dans son fauteuil roulant. Nous l'avions finalement convaincu d'en utiliser un, mais sa colonne vertébrale était toujours droite. Je lui tenais la main en entrant dans la salle d'audience. Ma famille était déjà là. Patricia, Gregory, Kenneth et Victoria étaient assis à la table des accusés avec leur équipe d'avocats. Patricia avait conservé l'apparence douce et sympathique de son interview. Gregory avait l'air fatigué et vaincu. Kenneth ne voulait pas croiser mon regard. Mais Victoria me fixait avec une haine pure. La juge, une femme sévère d'une soixantaine d'années nommée juge Morrison, est entrée et tout le monde s'est levé. Ceci est une audience concernant le testament de Dorothy et la contestation déposée par Patricia et sa famille, a commencé la juge Morrison. J'ai examiné la documentation soumise par les deux parties. Avocat, vos déclarations liminaires. L'avocat de la famille a commencé, un homme habile nommé Robert, qui a soutenu que grand-mère Dorothy avait été indûment influencée, que sa maladie avait altéré son jugement, que le testament devait être annulé en faveur de la version précédente. Puis Walter s'est levé. Il n'a pas argumenté ni plaidé. Il a simplement présenté des faits. Des relevés bancaires montrant l'argent du fonds en fiducie volé. Des évaluations médicales de 3 médecins différents confirmant la santé d'esprit de grand-mère Dorothy. Des témoignages de partenaires commerciaux sur son acuité mentale. La documentation des abus que j'avais subis. Des photos, des enregistrements, des déclarations de témoins. Et enfin, la confession vidéo virale de Victoria. Votre honneur, a conclu Walter, ce n'est pas un cas d'influence indue. C'est le cas d'une femme choisissant de laisser sa succession à quelqu'un qui le mérite et d'une famille en colère que leur victime ait enfin échappé à leur contrôle. L'avocat de Patricia a essayé de contrer, mais la juge Morrison l'a interrompu. J'en ai assez vu, a-t-elle dit. Les preuves sont accablantes. Mademoiselle Dorothy a été clairement saine d'esprit lorsqu'elle a exécuté son Nouveau Testament. La documentation des abus est complète et crédible, et l'aveu de Victoria est que la famille a gagné de l'argent destiné aux soins de Rachel confirme essentiellement les allégations d'exploitation financière. Mon cœur a commencé à s'emballer. De plus, a poursuivi la juge Morrison, le comportement manifesté par les parties contestataires au cours de ces procédures, y compris les menaces, le harcèlement et la diffamation publique, ne fait que renforcer le fait que la décision de mademoiselle Dorothy était correcte. Une famille qui aimait vraiment Rachel ne l'aurait jamais traitée de cette façon, avant ou après le changement de testament. Victoria s'est levée, incapable de se contenir. Vous ne pouvez pas simplement. Asseyez-vous, a ordonné la juge Morrison. Ou je vous placerai en état d'outrage au tribunal. Victoria s'est assise, mais sa fureur était palpable. Je statue en faveur du testament tel qu'il a été exécuté, a déclaré la juge Morrison. La contestation est rejetée avec préjudice. De plus, j'ordonne à Patricia et Gregory de payer une restitution pour les fonds fiduciaires détournés, soit 750 000 € plus les intérêts sur 22 ans, pour un total d'environ 2,3 millions d'euros. Ils ont 90 jours pour payer intégralement. La salle d'audience a éclaté. Patricia s'est effondrée sur sa chaise en sanglotant. Gregory avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 10 secondes. Kenneth a mis sa tête dans ses mains. Victoria a commencé à crier des obscénités jusqu'à ce que des huissiers l'escortent à l'extérieur. Je suis resté assise, figée, incapable de réaliser que c'était fini. Nous avions gagné. Complètement, de manière décisive, irrévocablement. Grand-mère Dorothy a serré ma main. C'est fait, ma chérie. Tu es libre. Les médias nous ont assaillis en quittant le palais de justice, mais Walter et Thomas ont créé une barrière. J'ai entendu les questions qui fusaient. Comment je me sentais? Ce que je ferais avec l'argent? Si j'avais un message pour ma famille? Mais je n'ai pas répondu. J'ai juste aidé grand-mère Dorothy à monter dans la voiture et j'ai laissé Thomas nous ramener. De retour à la propriété, grand-mère Dorothy était épuisée mais satisfaite. Je peux mourir heureuse maintenant, dit-elle,
et les mots me frappèrent comme un coup physique. Ne dis pas ça, murmurai-je. S'il te plaît. Oh, Rachel. Elle me prit le visage entre ses mains fines. Je n'ai pas peur. J'ai vu la justice être rendue. Je sais que ma fortune sera utilisée pour le bien. C'est plus que ce que la plupart des gens obtiennent. Au cours des 3 semaines suivantes, j'ai vu grand-mère Dorothy s'éteindre. Elle glissait entre la conscience et l'inconscience. Parfois lucide, parfois perdue dans ses souvenirs. Je suis resté à ses côtés, lui tenant la main, lui parlant de mes projets pour la fondation. Je voulais créer quelque chose pour aider les enfants adoptés qui étaient victimes de maltraitance ou d'exploitation. C'est parfait, murmura-t-elle lors d'un de ces moments de lucidité. Aider les autres comme toi à briser le cycle. Je le ferai, promis-je. Je te rendrai fier. Tu l'as déjà fait. Son sourire était paisible. Tu leur as survécu, Rachel. Tu es resté gentil quand ils étaient cruels. Tu as travaillé dur quand ils ont essayé de te briser. Tu es tout ce que j'espérais que tu sois. Elle est morte un mardi matin, alors que je lui tenais la main et que le soleil entrait par la fenêtre. Ses derniers mots furent « Merci d'avoir été ma vraie famille ». Je suis resté longtemps avec elle après, pleurant la femme qui m'avait sauvé, qui m'avait aimé, qui m'avait donné un avenir, la seule grand-mère que j'ai jamais vraiment eue. Les funérailles furent privées, juste moi, Thomas, Walter et quelques amis proches de grand-mère Dorothy. Ma famille n'était pas invitée, bien que Patricia ait essayé de s'incruster et ait été repoussée par la sécurité. Dans les semaines qui ont suivi, le transfert complet des actifs a été finalisé. J'étais désormais l'unique héritière d'une fortune de 3 milliards de dollars. Le chiffre était encore incompréhensible, mais j'étais déterminé à honorer l'héritage de grand-mère Dorothy. La première chose que j'ai faite a été de créer la fondation Dorothy et pour les enfants adoptés. Non pas parce que ça sonnait bien ou que ça me donnait l'air charitable, mais parce que je savais de première main combien d'enfants étaient piégés dans des situations comme la mienne. La fondation fournirait un soutien juridique, des conseils, un hébergement d'urgence et un financement éducatif aux enfants adoptés victimes de maltraitance ou d'exploitation. La deuxième chose que j'ai faite a été d'embaucher une excellente équipe de direction pour les entreprises de grand-mère Dorothy. Je n'étais pas prête à diriger des sociétés valant des milliards de dollars, mais je pouvais apprendre. J'assistais à toutes les réunions, posais des questions, étudiais la nuit. Lentement, j'ai commencé à comprendre l'empire qu'elle avait bâti. La chute de ma famille fut rapide et brutale. Incapables de payer les 2,3 millions de restitution, Patricia et Gregory furent contraints de vendre leur maison, leur voiture, tout ce qui avait de la valeur. Ils emménagèrent dans un petit appartement dans un quartier difficile. Ironique, considérant qu'ils avaient toujours méprisé les gens qu'ils jugeaient inférieurs. Gregory fut accusé de fraude pour le vol du fonds en fiducie et condamné à 3 ans de prison. Patricia reçut 2 ans. Kenneth, qui avait bénéficié de l'argent volé pour ses études, fut contraint de rembourser sa part, soit environ 400 000 €. Son mariage s'effondra sous la pression financière, et aux dernières nouvelles, il cumulait 2 emplois pour effectuer les paiements. Mais le sort de Victoria fut le plus satisfaisant. Sa crise de nerfs virale avait détruit toute sa crédibilité. Son mari divorça, emportant leur maison et la plupart de leurs biens. Elle avait beaucoup investi dans un projet de restaurant qui échoua de manière spectaculaire, la laissant profondément endettée. Le détective privé qu'elle avait engagé pour trouver des informations compromettantes sur moi la poursuivait maintenant pour des honoraires impayés. Elle avait essayé d'écrire un livre de révélations, mais les éditeurs le rejetèrent après que les vérificateurs de faits les trouvaient pleins de mensonges. Elle avait tenté de lancer une chaîne YouTube, mais les commentaires étaient si brutaux qu'elle la supprima. Elle avait même essayé de se réconcilier avec moi, non par remords sincères, mais dans l'espoir désespéré que je lui donne de l'argent. J'ai lu son email une fois. Rachel, je sais que nous avons une eau différente, mais nous sommes toujours sœurs. La famille pardonne à la famille. Je suis en difficulté en ce moment, et je sais que tu vas bien. Peut-être pourrions-nous nous retrouver pour un café, parler du passé et construire un avenir ensemble. Je l'ai supprimé sans répondre. 6 mois après la mort de grand-mère Dorothy, je me trouvais au nouveau siège de la Fondation, un magnifique bâtiment du centre-ville de Seattle dédié à aider les enfants comme je l'avais été. Les murs étaient couverts de photos d'enfants que nous avions déjà aidés. Des histoires d'évasion et de nouveaux départs. Thomas se tenait à mes côtés, ayant accepté un poste de directeur des opérations de la Fondation. Mademoiselle Dorothy serait fière, dit-il. Je l'espère,
répondis-je. Mon téléphone a vibré. Un autre message de ma famille. Il n'arrêtait jamais d'essayer. Celui-ci venait de Kenneth. Rachel, maman et papa sont en difficulté. Papa est en prison. Maman survit à peine. Je sais que tu es en colère, mais ce sont toujours tes parents. Ne peux-tu pas trouver dans ton cœur de les aider? J'ai tapé ma réponse avec soin. Ils n'ont jamais été mes parents. C'étaient des gens qui ont pris de l'argent pour m'élever et qui m'ont plutôt utilisé comme punching ball pour leurs insuffisances. Je ne leur dois rien. Mais je te propose un marché. Je ferai don du montant exact qu'ils m'ont volé, 750 000 €, à un fonds aidant les enfants adoptés à échapper aux familles abusives, en leur nom. Ce sera le seul héritage qu'ils auront. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai bloqué son numéro. 1 an plus tard, je faisais la une d'un magazine économique. Non pas en tant que fille adoptive qui a hérité de milliards, mais en tant que PDG dirigeant plusieurs entreprises prospères et une fondation en pleine croissance qui avait aidé plus de 500 enfants. L'article se concentrait sur mon travail, ma vision, mes réalisations. Il y avait une petite mention de mon drame familial, mais c'était du passé maintenant. Le récit avait changé. Je n'étais plus la victime. Je n'étais plus la croqueuse de diamants ou la manipulatrice. J'étais simplement Rachel, une femme qui avait survécu, prospéré et choisi d'aider les autres à faire de même. J'avais appris par des connaissances communes que Victoria travaillait dans le télémarketing, joignant à peine les deux bouts. Que Patricia, libérée de prison, vivait dans un refuge pour femmes. Que Gregory était toujours incarcéré, sa santé déclinant. Que Kenneth était en faillite, ses études coûteuses sans valeur sans les relations et l'argent qu'il avait toujours soutenu. Une partie de moi, celle qui se souvenait d'être une petite fille blessée, ressentit une pointe de quelque chose. Pas tout à fait de la satisfaction, pas tout à fait de la pitié, juste la reconnaissance que les actions ont des conséquences, que la cruauté finit par revenir. Ma famille ne s'est jamais remise de sa chute. Les tentatives de Victoria pour reconstruire sa vie ont échoué à plusieurs reprises, chaque entreprise s'effondrant sous le poids de sa réputation et de ses mauvaises décisions. Patricia et Gregory ont vécu le reste de leurs années dans la pauvreté et l'isolement, leurs enfants biologiques trop absorbés par leur propre lutte pour les aider. La fierté de Kenneth ne lui a jamais permis d'accepter des emplois qu'il jugeait indignes de lui, le maintenant perpétuellement au bord de la ruine financière. Ils avaient construit leur vie sur des fondations de cruauté et de sentiments que tout leur était dû. Et quand ces fondations se sont effondrées, il ne leur restait plus rien sur quoi se tenir. Quant à moi, j'ai construit quelque chose de durable à partir des cendres de ce passé douloureux. Chaque enfant sauvé par la fondation, chaque vie changée, chaque cycle de violence brisé. C'était mon véritable héritage de grand-mère Dorothy. Pas l'argent, mais la compréhension que parfois, la meilleure vengeance n'est pas la destruction, mais de devenir tout ce qu'ils disaient que vous ne pouviez pas être. Et de les regarder se détruire pendant que vous êtes occupé à construire quelque chose de beau. C'était simplement la justice qui suivait son cours naturel.